Le jour de mon anniversaire, mon père s'est tourné vers moi devant tout le monde. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. » Quelque chose en moi s'est brisé. Le lendemain matin, je n'ai ni discuté, ni pleuré. J'ai fait mes valises, retiré mes économies, trouvé un nouveau logement et disparu sans jamais regarder en arrière. J'avais 28 ans, un mardi d'octobre. Le restaurant choisi par ma famille était l'un de ces établissements italiens chics du centre-ville, où l'éclairage rend tout le monde plus doux, et où les prix nécessitent de souscrire un second prêt hypothécaire. Ma sœur cadette, Rachel, l'avait choisi, insistant sur le fait que nous avions besoin d'un lieu distingué pour l'occasion. Elle avait toujours été le médiateur de la famille, tentant d'adoucir les aspérités de notre dysfonctionnement par des dîners sophistiqués et des célébrations forcées. La table était dressée pour 12 personnes. Mes parents étaient assis aux deux extrémités, tels des monarques divorcés, ce qui était ironique étant donné qu'ils étaient toujours mariés. Rachel et son mari, Kevin, occupaient les sièges les plus proches de maman, tandis que mon frère aîné, Tyler, avait choisi le côté de papa, comme toujours. Sa femme, Samantha, était assise à côté de lui, déjà à son deuxième verre de vin avant même l'arrivée des entrées. Ma grand-mère, Doris, la mère de maman, était arrivée de Phoenix. Elle était assise à côté de moi, sa main arthritique tapotant parfois la mienne avec une chaleur sincère, l'un des rares gestes authentiques que j'ai reçus de toute la soirée. Mon petit ami, Evan, n'avait pas été invité. Papa l'avait clairement fait savoir 3 semaines auparavant, lorsque l'organisation avait commencé, c'est un dîner de famille, Catherine. Juste la famille. Le message tacite était évident. Après 2 ans ensemble, Evan ne comptait toujours pas. Il n'était pas assez brillant, pas assez raffiné, pas assez riche. Il gérait une librairie et écrivait de la poésie pendant son temps libre. Pour papa, cela faisait de lui un moins que rien. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Papa buvait du bourbon depuis notre arrivée, son visage prenant cette teinte rouge particulière qui signifiait que son filtre était sur le point de disparaître. Maman continuait de le regarder avec un mélange d'inquiétude et de résignation, le regard de quelqu'un qui a vu ce film trop de fois pour prendre la peine de changer de chaîne. Tyler l'encourageait, remplissant son verre avec des sourires complices, savourant le chaos qui pourrait en découler. Nous avions terminé les salades César et étions à la moitié du plat principal quand Rachel a fait son annonce, elle était enceinte, à 3 mois de grossesse. La table a explosé en félicitations. Kevin rayonnait. Maman a versé des larmes de joie. Grand-mère Doris a joint les mains et a remercié Dieu. Papa a levé son verre. À Rachel, a-t-il proclamé, la voix légèrement pâteuse. Ma fille, qui a vraiment réussi sa vie, un mariage brillant, une belle carrière, et maintenant un bébé en route. Tout ce qu'un père peut souhaiter. Le sourire de Rachel s'est effacé. Elle m'a jeté un regard d'excuse. Contrairement à certaines, a poursuivi papa, son regard glissant vers moi, qui gâchent leur potentiel, enchaînent les petits boulots sans avenir et sortent avec des ratés sans ambition. La table est devenue silencieuse. Un serveur qui passait par là a fait semblant de ne pas entendre. Papa, a dit Rachel doucement, c'est l'anniversaire de Catherine. Je sais de quel anniversaire il s'agit, a-t-il rétorqué. Il y a 28 ans jour pour jour, j'étais là. Il a bu une autre gorgée. Cela aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Ma première fille. Au lieu de cela, je me suis retrouvé avec cette déception. La voix de maman a tranché. Richard, ça suffit. Ah oui? Il s'est tourné vers elle, l'expression méprisante. Ça suffit? Combien d'années l'avons-nous regardé stagner? Combien de fois l'avons-nous sorti du pétrin? Cet accident de voiture en 2e année qui nous a coûté des milliers d'euros. Les dettes de carte de crédit quand elle avait 23 ans. Cette tentative d'étude ratée que nous avons financée. J'avais la gorge serrée. Chaque mot était une pierre que l'on empilait sur ma poitrine. Elle est intelligente, a-t-il poursuivi en s'adressant à la tablée, comme s'il prononçait une plaidoirie. Elle aurait pu être n'importe quoi, médecin, avocate, ingénieur. Au lieu de cela, à 28 ans, elle travaille dans un grand magasin, vit dans cet appartement étriqué et sort avec un aspirant écrivain qui n'a même pas les moyens de l'emmener dans un endroit décent. Tyler a ri. Il a vraiment ri. Samantha s'est jointe à lui. Grand-mère Doris m'a serré la main très fort. Vous savez ce qui me tue? Papa s'est penché en avant,
ses yeux fixant les miens avec une clarté qui transcendait l'alcool. C'est le potentiel gâché, le gaspillage complet et total de chaque avantage que nous t'avons offert. Ta sœur a réussi. Ton frère a réussi. Mais toi? Tu te contentes de dériver dans la vie, en attendant que tout le monde te rattrape quand tu tombes. Richard, arrête ça tout de suite, a dit maman, plus fort cette fois. Il l'a ignoré. Le brouhaha du restaurant semblait s'estomper. D'autres clients nous observaient certainement, faisant semblant d'étudier leur menu alors que leurs oreilles étaient tournées vers notre table. Sais-tu ce que j'ai dit à ta mère quand tu es né? La voix de papa est devenue plus basse, plus intime, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Je lui ai dit que tu serais spécial. Je t'ai regardé dans cet hôpital et j'avais tous ses espoirs, tous ses rêves. Il a marqué une pause, laissant le temps au passé de peser. Des rêves que tu as systématiquement détruits, une mauvaise décision après l'autre. Papa, s'il te plaît. Rachel a essayé à nouveau. Je t'ai défendu, a-t-il continué, en ne parlant qu'à moi maintenant. Chaque fois que ta mère voulait couper les ponts, te forcer à voler de tes propres ailes, je disais, non, donne-lui du temps. Elle finira par y arriver. Elle finira par nous rendre fiers. Son rire était amer. Quel gaspillage, tout ça. 28 ans, a-t-il dit. 28 ans de médiocrité. 28 ans à te regarder à peine essayer. 28 ans de déception. Il a marqué une pause, son visage se figeant dans une expression de profond dégoût. Tu veux connaître la vérité, Catherine? La vraie vérité? Quelque chose dans son ton a glacé mon sang. Il s'est adossé à sa chaise, le cuir a grincé. Tout le restaurant aurait pu retenir son souffle. Lorsqu'il a repris la parole, sa voix a porté à travers le silence soudain avec une clarté parfaite et horrible, j'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Le silence qui a suivi était absolu. Même le bruit de la cuisine semblait s'être arrêté. Le visage de maman est devenu livide. La main de Rachel s'est portée à sa bouche. Grand-mère Doris a émis un petit son douloureux. Le sourire en coin de Tyler a enfin disparu. Samantha a baissé les yeux vers son assiette. Kevin fixait papa comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas traiter ce qui venait de se passer. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, visible et toxique. Tous les yeux dans le restaurant, qui feignaient de ne pas regarder, étaient maintenant ouvertement rivés sur nous. Je pouvais sentir leur pitié, leur choc, leur gêne par procuration. Papa a repris sa fourchette et est retourné à ses lasagnes comme s'il venait de commenter la météo. Mes mains tremblaient. J'ai regardé maman en silence, la suppliant de dire quelque chose pour me défendre, de lui dire de retirer ses mots. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit, protégeant la paix comme toujours, évitant la confrontation, choisissant la voie de la moindre résistance alors même que sa fille était massacrée en public. Grand-mère Doris a commencé à parler, mais je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment le sol. Ma serviette est tombée. J'ai attrapé mon sac. Catherine, attends, a dit Rachel en tendant la main vers moi. Je suis parti dépassant les tables d'inconnus qui avaient été témoins de mon humiliation, dépassant l'hôtesse qui avait l'air compatissant pour sortir dans la nuit d'octobre où l'air était froid, pur, et ne sentait pas la trahison. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que les larmes ne viennent. Des sanglots longs et déchirants qui secouaient tout mon corps. Je suis resté sur le parking pendant 20 minutes, pleurant si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Mon téléphone a commencé à vibrer, Rachel, grand-mère Doris, Kevin. Je l'ai éteint. Quelque chose s'était brisé en moi pendant ce dîner, une croyance fondamentale sur la famille, sur l'amour, sur ma place dans le monde. J'avais toujours su que papa était déçu par moi, il l'avait fait comprendre de 1000 petites manières au fil des années. Mais là, c'était différent. C'était une exécution publique. C'était un père disant à sa fille, devant témoins, que son existence était une erreur. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second. Mon appartement était exactement comme papa l'avait décrit, étriqué, bon marché, rien d'extraordinaire. J'en avais honte auparavant. Il m'avait fait voir chaque fissure au plafond, chaque tache sur le tapis,
Chaque détail qui le rendait inférieur à la maison de banlieue de Tyler ou au condo de Rachel en centre-ville. Evan m'attendait, comme je le lui avais demandé. Il a jeté un regard à mon visage et m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré sur son épaule pendant 1 heure pendant qu'il me tenait, caressant mes cheveux, ne disant rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Finalement, les larmes ont cessé. Je me suis écarté et j'ai regardé mon appartement d'un œil nouveau, les livres que j'avais accumulés au fil des ans, les plantes que j'avais réussi à maintenir en vie, les meubles de seconde main que j'avais moi-même restaurés, les photos sur le mur de mes amis, d'Evan, de grand-mère Doris, pas de photos de mes parents, pas de photos de Tyler, juste quelques anciennes de Rachel, d'avant que la vie ne devienne compliquée. De quoi as-tu besoin? A demandé Evan doucement. J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment. De quoi avais-je besoin? De quoi avais-je réellement, fondamentalement besoin? J'ai besoin de partir, ai-je entendu ma propre voix dire. J'ai besoin de sortir de là. Loin de la ville. Loin d'eux. Loin de tout ça. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Où ça? Je ne sais pas encore. Quelque part où ils ne me chercheront pas. Quelque part où je peux être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas défini par leur déception. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai appelé pour me faire porter pâle au travail le lendemain. Ensuite, j'ai commencé à planifier. Mon compte épargne contenait 4 200 € de l'argent que j'avais mis de côté lentement, régulièrement, au cours de l'année passée. Papa n'était pas au courant. Je l'avais ouvert dans une autre banque après une énième discussion sur mes habitudes de dépenses. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire ce matin-là. Il a été compréhensif, me libérant de mon bail plus tôt lorsque je lui ai expliqué que je vivais une urgence familiale. D'une certaine manière, c'était vrai. J'ai contacté mon responsable au grand magasin et j'ai démissionné par email parce que je ne pouvais affronter personne. J'ai commencé à vendre tout ce qui ne rentrait pas dans ma voiture, meubles, ustensiles de cuisine, livres dont je pouvais me séparer. Tout devait disparaître. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai rallumé pour gérer la logistique et je l'ai immédiatement regretté. Rachel a appelé 15 fois le premier jour. Maman a appelé 8 fois. Même Tyler a appelé 1 fois, bien que je soupçonne Samantha de l'y avoir obligé. Papa n'a jamais appelé. Cela m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Grand-mère Doris a appelé, et j'ai répondu. Chérie, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Je suis tellement désolé. Ce qu'il a dit est impardonnable. Je sais. Est-ce que ça va? Ça ira. Où vas-tu? J'ai hésité. Je ne peux pas te le dire, grand-mère. Pas parce que je n'ai pas confiance en toi, mais parce qu'ils te demanderont, et tu es une piètre menteuse. Elle a ri avec les larmes aux yeux. C'est vrai. Ton grand-père avait l'habitude de dire que j'avais le visage le plus honnête d'Amérique. Une pause. J'ai déposé 5 000 € sur ton compte courant. Ne discute pas avec moi. Considère cela comme un héritage anticipé, ou un cadeau d'anniversaire tardif. Ou appelle-le simplement pour ce que c'est, ta grand-mère qui t'aime quand ton père n'en était pas capable. J'ai pleuré à nouveau. Merci. Tu es spéciale, Catherine. Tu l'as toujours été. Différente ne signifie pas inférieure. Ton père est trop rigide pour comprendre cela. Va vivre ta vie. Sois heureuse. C'est la meilleure des revanches. Nous avons dit au revoir. Je ne lui ai plus jamais parlé. Elle est décédée 2 ans plus tard, juste avant mon 2e anniversaire à Portland. Rachel m'a envoyé un SMS avec les détails des funérailles. J'ai envoyé des fleurs anonymement au service, mais je n'y ai pas assisté. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Mais j'ai gardé sa voix en tête, ses mots sur le bonheur comme meilleure revanche, son amour inconditionnel quand j'en avais le plus besoin. J'ai choisi Portland. Un choix au hasard, vraiment. Assez loin pour que cela compte. Assez grand pour s'y perdre. Assez différent pour avoir l'impression de recommencer. J'ai trouvé un appartement en ligne, sans le visiter, dans un quartier appelé Hawthorne. Le propriétaire était prêt à traiter avec moi par appel vidéo. Premier mois, dernier mois, dépôt aux 2 000 € de mes économies envolées immédiatement.
Evan m'a aidé à faire mes cartons. Nous avons chargé ma berline jusqu'à ce que les suspensions grincent, vêtements, ordinateur portable, un carton de livres, album photo, les bijoux de ma grand-mère, qu'elle m'avait donnés des années auparavant. Tout le reste est allé à Goodwill ou a été vendu sur Facebook Marketplace. Je pourrais venir avec toi, a dit Evan la veille de mon départ. Nous étions allongés dans son lit, celui dans lequel j'avais passé d'innombrables nuits au cours des 2 dernières années. Tu as ta vie ici. La librairie, ton écriture, tes amis. J'ai toi. Plus maintenant. Les mots faisaient mal, mais ils étaient nécessaires. Ce que nous avions faisait partie de mon ancienne vie, de mon ancienne moi. J'avais besoin de découvrir qui j'étais sans tout ce poids. Sans être la fille décevante de Richard, sans être la sœur qui n'était jamais à la hauteur. J'avais besoin d'être simplement moi. Il a pleuré. Je l'ai tenu. Nous avons fait l'amour une dernière fois, lentement, tristement et définitivement. Je suis parti un jeudi matin, tôt, avant les embouteillages. Evan est resté sur le parking de son immeuble, me regardant m'éloigner. J'ai pleuré pendant la première heure, puis je me suis arrêté. Quelque part près de Seattle, j'ai senti quelque chose bouger, plus léger, plus libre. Chaque kilomètre entre moi et eux ressemblait à une peau que l'on mue. Portland m'a accueilli sous la pluie, une pluie constante et douce qui lavait tout. Mon appartement était petit mais lumineux, avec des parquets en bois et des fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. Le quartier était rempli de cafés, de librairies et de boutiques de vêtements vintage. Des gens avec des tatouages, des cheveux teints et des piercings. Des gens qui se fichaient éperdument des indicateurs de réussite traditionnels. J'ai trouvé un travail en 1 semaine, dans un café. Rien de glamour, mais le propriétaire était gentil et les autres baristas étaient amicaux. J'ai appris à préparer des pour au verre et à faire de l'art sur les lattes. Je travaillais le matin, je rentrais chez moi en sentant l'espresso, et je passais mes après-midi à explorer ma nouvelle ville. Le premier mois a été difficile. Je me réveillais en me sentant coupable, avec l'impression d'avoir abandonné tout le monde, en me demandant si papa n'avait pas raison sur le fait que j'étais une déception. Mais ensuite, je me rappelais son visage dans ce restaurant, la certitude froide dans ses yeux, la façon dont il avait prononcé ces mots sans hésitation, sans pitié, sans amour. J'ai changé de numéro de téléphone, gardé le même opérateur, mais avec de nouveaux chiffres. Je ne l'ai donné à personne de mon ancienne vie, sauf à grand-mère Doris. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout. Disparu complètement. Si quelqu'un de mon passé voulait me trouver, il allait devoir travailler pour ça. Le sevrage des réseaux sociaux a été plus étrange que ce à quoi je m'attendais. Pendant des jours, je tendais machinalement la main vers mon téléphone, ma mémoire musculaire me tirant vers des applications qui n'existaient plus sur mon écran. Je voulais partager une photo de la pluie de Portland, une interaction drôle avec un client, la façon dont la lumière frappait la rivière Willamette au coucher du soleil. Puis je me rappelais qu'il n'y avait personne à qui partager cela. Le public pour lequel je jouais la comédie avait disparu. C'était libérateur et terrifiant à la fois. J'ai commencé à tenir un journal à la place. Papier et stylo, à l'ancienne, pour écrire les moments que j'aurais pris en photo et légendés, les pensées que j'aurais tweetées dans le vide. L'acte d'écrire m'a forcé à traiter plutôt qu'à diffuser, à ressentir au lieu de mettre en scène. Mon écriture était désordonnée au début, non pratiquée, mais elle s'est améliorée. Remplir les pages est devenu un rituel nocturne. Rachel a essayé. Elle a envoyé des emails à mon ancienne adresse, que j'avais configurée en transfert automatique mais que je consultais rarement. De longs messages confus sur la façon dont elle était désolée, sur le fait que papa avait bu, qu'il ne le pensait pas, sur le fait que la famille s'effondrait sans moi. Elle a envoyé des photos de ses échographies, essayant de me garder connecté. Je me suis senti coupable de cela. Ce n'était pas elle qui m'avait blessé, mais elle ne m'avait pas défendu non plus. Aucun d'entre eux ne l'avait fait. La culpabilité m'a rongé pendant ces premiers mois. Je restais allongé la nuit à repasser le dîner, me demandant si j'avais mal interprété la situation, si j'avais été trop sensible, si l'alcoolisme de papa expliquait sa cruauté. Le docteur Henderson a passé plusieurs séances à m'aider à comprendre qu'une explication n'est pas une excuse, que les paroles d'ivrogne ne deviennent pas magiquement dénuées de sens, et que vocaliser une pensée aussi dévastatrice signifiait qu'il l'avait pensée sobre. Les gens n'inventent pas spontanément de nouveaux systèmes de croyances lorsqu'ils boivent, disait-elle.
Ils perdent juste le filtre qui garde normalement ses croyances cachées. Cela a un peu aidé. Tyler a envoyé un email. Court, méprisant, tu réagis de façon disproportionnée. Papa était bourré et a dit une stupidité. Grandis et rentre à la maison. Je l'ai supprimé immédiatement. Maman a envoyé une lettre à mon ancienne adresse, mon ancien propriétaire me l'a fait suivre. 3 pages de son écriture soignée, pleine d'excuses, d'explications et de supplications pour que je revienne. Ton père est difficile, écrivait-elle, mais il reste ton père. La famille pardonne. Je l'ai brûlé dans l'évier de ma cuisine. Papa n'a jamais cherché à me contacter. Cela m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'ai trouvé une thérapeute, le docteur Laura Henderson, une femme d'une 50aine d'années spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nous nous voyons chaque semaine. J'ai déballé 28 années à ne jamais être assez bien, à me mesurer constamment à des standards impossibles, à chercher l'approbation de quelqu'un incapable d'en donner. Ta valeur n'est pas déterminée par la perception de ton père, m'a dit le docteur Henderson lors de notre 3e séance. Son incapacité à voir ta valeur ne diminue pas cette valeur. Elle révèle juste ses limites. J'ai commencé à la croire, lentement, douloureusement, mais j'ai commencé. 6 mois plus tard, j'ai rencontré une femme nommée Catherine au café. C'était une habituée, commandant toujours un americano avec beaucoup de mousse, laissant toujours des pourboires généreux. Nous avons commencé à discuter. Elle était graphiste en freelance, travaillant depuis des cafés parce que son appartement était trop calme. Elle avait déménagé à Portland 5 ans auparavant depuis Boston, fuyant sa propre situation familiale compliquée. Nous sommes devenus amis et de vrais amis, pas celle superficielle que j'avais eue auparavant. Elle m'a présenté à son cercle, artistes, écrivains, musiciens, des gens qui choisissaient des chemins non conventionnels et qui s'épanouissaient. En somme, des gens qui mesuraient la réussite par le bonheur, la créativité, l'authenticité, plutôt que par les comptes en banque et les titres. Par Catherine, j'ai rencontré James. Il enseignait la littérature anglaise dans un community college et jouait de la guitare dans un groupe punk épouvantable les week-ends. Il était drôle, gentil et n'avait absolument aucun intérêt pour les marqueurs de réussite traditionnels. Notre premier rendez-vous a eu lieu à un camion de tacos, suivi d'une promenade dans Forest Park. Pas de restaurant chic, pas de mise en scène, juste 2 personnes qui parlent. Que fais-tu dans la vie, a-t-il demandé. Je suis barista. Cool. Tu aimes ça? Oui, en fait. Les gens sont intéressants. Le travail est direct. Je sens le café toute la journée, ce qui est mieux que de sentir le parfum d'un grand magasin. Il a ri. Ça a l'air parfait. Pas de jugement, pas de déception, juste de l'acceptation. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 mois avant que je ne lui parle de ma famille, du dîner d'anniversaire, de ce que mon père avait dit, et de la raison pour laquelle j'étais parti. Il a écouté sans interrompre, sa main chaude dans la mienne. C'est brutal, a-t-il dit quand j'ai fini. Je suis désolé que tu aies traversé ça. Penses-tu que j'ai réagi de façon disproportionnée en laissant tout derrière moi? Toi, qu'en penses-tu? J'y ai réfléchi. Non, je pense que je me suis sauvé moi-même. Alors tu as ta réponse. La 2e année à Portland a apporté des changements. J'ai été promu chef d'équipe au café, ce qui s'accompagnait d'une petite augmentation. Pas grand-chose, mais assez pour m'offrir un meilleur appartement à une pièce près de la rivière avec un balcon où je faisais pousser des herbes et des tomates. J'ai adopté un chat au refuge, un chat tigré orange un peu abîmé que j'ai appelé Toast. Il dormait sur mon oreiller et ronronnait comme un moteur. Le processus de recherche d'appartement avait été étrangement émotionnel. Chaque lieu que je visitais représentait un choix que je faisais entièrement pour moi-même. Pas d'avis de mes parents sur le fait que les quartiers étaient trop mal famés ou que les appartements étaient en dessous de nos standards familiaux. Juste moi qui décidais de ce qui comptait. J'ai choisi l'appartement avec balcon spécifiquement parce que j'avais toujours voulu faire pousser des choses. Maman n'avait jamais autorisé de jardin à la maison, prétendant que cela donnait à la cour un air négligé. Mes tomates étaient glorieusement négligées. Elles s'étalaient, s'emmêlaient et produisaient les tomates cerises les plus sucrées que j'ai jamais goûtées. Je les mangeais sur le balcon le matin, encore chaudes du soleil, et je me sentais ridiculement fier de ces minuscules miracles rouges que j'avais coaxés depuis la terre et les graines. Toast était au refuge depuis 8 mois.
Le bénévole m'a dit que les chats plus âgés étaient difficiles à placer, les gens voulaient des chatons. J'ai regardé ce guerrier orange marqué par les cicatrices, avec son oreille entaillée et sa queue tordue, et j'ai pensé, moi aussi, mon pote. Personne ne voulait de nous. On pourra être indésirables ensemble. Il est devenu mon ombre, me suivant de pièce en pièce, dormant sur ma poitrine la nuit, son ronronnement vibrant dans ma cage thoracique comme un second battement de cœur. James faisait semblant d'être jaloux de l'affection que le chat me portait, mais je l'attrapais souvent en train de donner des friandises supplémentaires à Toast quand il pensait que je ne regardais pas. James et moi avons emménagé ensemble après 18 mois, dans son appartement qui était plus grand et plus proche de son campus. Nous partagions le loyer à 50-50e, cuisinions ensemble, passions les week-ends à faire de la randonnée, à aller voir des spectacles ou simplement à lire tranquillement sur le canapé. C'était facile, simple, rien à voir avec la dynamique compliquée de ma famille. J'ai commencé à suivre des cours au Community College où James enseignait un par trimestre, juste pour explorer mes intérêts. Photographie, écriture créative, espagnol, psychologie. Aucune pression pour choisir une majeure ou suivre un plan de carrière, juste apprendre pour le plaisir d'apprendre. Papa aurait détesté ça. C'est ce qui rendait la chose encore meilleure. Le cours de photographie a changé quelque chose en moi. J'avais passé tellement de temps à documenter ma vie pour les réseaux sociaux, pour une validation externe, que j'avais oublié ce que signifiait créer pour moi-même. Mon instructrice, une femme nommée Véronica qui avait travaillé pour National Geographic dans sa jeunesse, nous a appris à voir plutôt qu'à simplement regarder, à trouver des histoires, des ombres et de la lumière, à capturer l'émotion plutôt que de simples images. Mon projet final était une série d'autoportraits, pas des selfies, mais de vrais portraits explorant l'identité. Moi dans le café à l'aube, rétro-éclairé par la lueur de la machine à espresso. Moi sur mon balcon, les mains sales après avoir rempoté des plantes. Moi au lit avec Toast, tous deux capturés en plein bâillement. Moi en train de pleurer parce que pourquoi la joie devrait-elle être la seule émotion documentée? Véronica m'a donné un A et m'a dit que j'avais un vrai regard. La louange était différente de tout ce que j'avais reçu auparavant. Elle n'était pas conditionnelle. Elle n'était pas liée au fait de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Elle n'était pas mon père me jugeant selon un standard impossible, elle était une professionnelle reconnaissant une compétence légitime. J'ai encadré l'un des autoportraits de celui sur le balcon et je l'ai accroché dans l'entrée de l'appartement, où je le voyais chaque fois que je rentrais. Un rappel que je construisais quelque chose, que je devenais quelqu'un, avec ou sans l'approbation de ma famille. Rachel a eu son bébé, une fille nommée Madison. Elle m'a envoyé un email avec des photos. Le bébé était magnifique, rose, ridé et parfait. J'ai regardé les photos pendant longtemps, ressentant un mélange complexe de joie et de tristesse. J'étais tante maintenant, d'une nièce que je ne rencontrerai probablement jamais. J'ai envoyé une carte à l'adresse de Rachel avec une petite carte cadeau à l'intérieur. Pas d'adresse de retour, juste un mot, félicitations. Elle est magnifique. Je suis heureuse pour toi. Rachel a répondu à mon ancien email, me remerciant, me suppliant de venir rencontrer Madison, promettant que les choses seraient différentes maintenant. Je n'ai pas répondu. Maman m'a retrouvé. Je n'ai jamais compris comment. Peut-être qu'elle avait engagé quelqu'un. Peut-être qu'elle avait eu de la chance. Quoi qu'il en soit, elle s'est présentée au café un mardi après-midi, 3 ans après mon départ. J'essuyais les tables quand je l'ai vue. Elle avait vieilli, plus de gris dans ses cheveux, de nouvelles rides autour des yeux. Elle portait l'un de ses cardigans habituels, semblant totalement déplacé au milieu des hipsters de Portland. Nos yeux se sont croisés, son visage s'est effondré. Catherine. J'ai senti mon corps se tendre, l'instinct de fuite prenant le dessus, mais j'étais au travail. Je ne pouvais pas juste courir. Est-ce qu'on peut parler, a-t-elle demandé. S'il te plaît. J'ai jeté un coup d'œil à ma collègue, Sheila, qui tenait la caisse. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête. J'ai conduit maman vers une table dans un coin, loin des autres clients. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé une fois assise. Transaction par carte bancaire, a-t-elle dit. Tu as utilisé ton ancienne carte pour quelque chose il y a des mois. Je surveillais. Le débit venait de Portland, alors j'ai pris l'avion et j'ai commencé à vérifier les cafés près des lignes de transport. Aujourd'hui, c'était mon 4e jour de recherche. Son dévouement aurait été impressionnant s'il n'avait pas été si envahissant.
Pourquoi, ai-je demandé simplement. Parce que tu es ma fille. Parce que tu me manques. Parce que ton père. Elle s'est arrêtée, a pris une inspiration. Parce que j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Désolé de quoi, exactement? De ne pas t'avoir défendu. De l'avoir laissé dire ces choses. D'avoir choisi la paix au lieu de te protéger. Ses yeux étaient humides. J'ai rejoué ce dîner 1000 fois. J'aurais dû lui jeter mon vin au visage. J'aurais dû sortir avec toi. J'aurais dû te choisir, et je ne l'ai pas fait. J'ai échoué en tant que mère. L'excuse semblait sincère, mais elle arrivait aussi 3 ans trop tard. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas immédiatement? Pourquoi ne pas appeler le lendemain et lui dire qu'il dépassait les bornes? Je lui ai dit. Nous nous sommes disputés pendant des jours, mais tu étais déjà parti. Tu avais changé ton numéro. Tu avais tout supprimé. Je n'avais aucun moyen de te joindre, sauf par email. Tu ne répondais pas. Grand-mère avait mon numéro. Maman a tressailli. Elle n'a pas voulu me le donner. Elle a dit que tu avais besoin d'espace, et que je devais respecter ça. Elle a marqué une pause. Elle me manque chaque jour. Elle était plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Bien pour grand-mère, ai-je pensé. Ton père et moi sommes séparés, a poursuivi maman. Depuis 6 mois maintenant. J'ai fini par en avoir assez. Pas seulement à cause de ce qu'il t'a fait, même si c'était le début. Mais parce que j'ai réalisé que j'avais passé 30 ans à m'adapter à sa colère, sa rigidité, son besoin de tout contrôler. J'étais tellement occupé à maintenir la paix que j'ai oublié de protéger mes propres enfants. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Rachel ne lui parle plus non plus, a ajouté maman. Elle était furieuse à propos du dîner d'anniversaire. Elle a essayé de maintenir une relation pour le bien de Madison, mais il critiquait son éducation à chaque tournant. Lui disait qu'elle était trop douce, que Madison grandirait pour être gâtée et inutile. Rachel a fini par lui dire ses 4 vérités il y a 6 mois et ne lui parle plus depuis. Et Tyler, ai-je demandé doucement. Toujours assez basque, malheureusement. Samantha l'a quitté, cependant, a pris leur fils et est retourné chez ses parents. Tyler a blâmé tout le monde sauf lui-même. La famille implosait. Une partie de moi se sentait justifiée. Une autre partie se sentait juste triste. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Si c'est pour ça que tu es là. Non, a dit maman rapidement. Je ne te demande pas ça. Je vois que tu as construit quelque chose ici. J'avais juste besoin de te voir. De te dire que je suis désolé. De te dire que ce que ton père a dit était mal, cruel et impardonnable. Elle a tendu la main vers la table mais ne m'a pas touché. Et pour te dire que je suis fier de toi. Fier de quoi? Je travaille toujours dans un service. Je ne suis toujours pas à la hauteur de mon potentiel. Toujours une déception. Tu as survécu, a-t-elle dit simplement. Tu as tourné le dos à la toxicité et construit une nouvelle vie à partir de rien. Tu es heureuse. Je peux le voir sur ton visage. Cela demande plus de courage que n'importe quel diplôme de médecine ou un salaire à 6 chiffres. Ton père ne comprendra jamais ça, mais moi, je le comprends maintenant. Enfin. Trop tard, je sais, mais je le comprends. Nous avons discuté pendant 1 heure de plus. Elle a posé des questions sur ma vie, et je lui ai donné les bases, rien de trop personnel, rien qui pourrait lui donner un levier. Elle m'a parlé de son appartement, plus petit que la maison mais à elle, de son travail à temps partiel dans une bibliothèque, de la thérapie qu'elle avait enfin commencée. Quand elle est partie, elle m'a prise dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je n'ai pas rendu l'étreinte. Elle a glissé quelque chose dans ma main, une carte de visite avec son nouveau numéro de téléphone et son email au dos. Aucune pression, a-t-elle dit. Mais si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai gardé la carte, je l'ai mise dans un tiroir chez moi. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'ai pas appelé non plus. La 4e année a apporté un développement inattendu. La propriétaire du café, Maria, voulait prendre sa retraite. Elle m'a proposé de me vendre l'affaire. À moi la déception, celle qui n'avait aucune ambition. J'étais terrifié. Le prix était raisonnable, mais cela prendrait tout ce que j'avais économisé, plus un petit prêt commercial. C'était un risque énorme,
le genre de choses qui pouvaient exploser de façon spectaculaire. James m'a encouragé. Catherine aussi. Même ma thérapeute a trouvé que c'était une bonne décision. Tu as passé 4 ans à prouver que tu pouvais survivre, a dit le docteur Henderson. Peut-être qu'il est temps de prouver que tu peux prospérer. Je l'ai acheté. J'ai utilisé mes économies pour l'apport, j'ai obtenu le prêt approuvé en fonction des marges bénéficiaires existantes et de mon historique de travail. Soudain, à 32 ans, j'étais propriétaire d'une petite entreprise. Moi, Catherine, la ratée de la famille. Le jour où j'ai signé les papiers, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. L'avocat en charge de la transaction a demandé si tout allait bien. J'ai ri, légèrement hystérique, et je lui ai dit que j'étais parfaite. Terrifiée, mais parfaite. Il a souri et a dit, c'est comme ça qu'on sait qu'on fait quelque chose qui en vaut la peine. Sortir de ce bureau avec l'acte de vente entre les mains semblait surréaliste. J'avais passé 28 ans à m'entendre dire que je n'arriverais jamais à rien. Que je manquais d'ambition, de détermination, de suite dans les idées. Pourtant, ici j'étais, propriétaire d'une entreprise ou une entreprise rentable, établie, aimée par la communauté. J'aurais aimé que grand-mère Doris voie ce moment. Elle était décédée 2 ans plus tôt, paisiblement dans son sommeil à Phoenix. Rachel m'avait envoyé un SMS quand c'était arrivé. J'avais envoyé des fleurs mais n'avais pas pu me résoudre à assister aux funérailles. Affronter la famille semblait impossible, même pour honorer la seule personne qui croyait vraiment en moi. Mais je pouvais l'honorer d'autres manières. Ce soir-là, après la fermeture, j'ai pris des dizaines de photos du café, la machine à espresso qui était plus vieille que moi mais qui fonctionnait encore parfaitement, les chaises dépareillées que j'avais récupérées dans des vœux-greniers. Le menu à la craie que je le trais à la main chaque semaine, l'étagère de livres que les clients avaient donné pour créer une bibliothèque libre, les grandes fenêtres qui laissaient entrer une magnifique lumière naturelle. Chaque détail qui rendait l'endroit spécial. J'ai imprimé ma photo préférée et je l'ai mise dans un cadre sur le comptoir, à côté de la caisse. Inscrit au dos au marqueur permanent, pour grand-mère Doris, qui m'a dit que le bonheur était la meilleure des revanches. Elle aurait été si fière. La paperasse a été finalisée un vendredi. Maria m'a remis les clés avec des larmes aux yeux, me disant qu'elle savait que je prendrais bien soin de son bébé. Les autres employés étaient enthousiastes. J'étais une valeur sûre, quelqu'un qu'ils appréciaient, quelqu'un qui n'allait pas arriver et tout changer immédiatement. Je suis rentré chez moi ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la fierté. Une vraie, sincère fierté de moi-même et de mes choix. Je n'ai rien dit à personne de mon ancienne vie. Ce n'était pas leurs affaires. Cette réussite était mienne uniquement. L'activité a grandi. J'ai embauché 2 employés supplémentaires, j'ai commencé à proposer des événements en soirée open mic, soirée de musique acoustique, lecture de poésie. Le café est devenu un centre communautaire. Nous avons commencé à acheter des grains directement auprès de petites fermes. J'ai peint une fresque sur un mur, quelque chose de coloré et chaotique. Le magasin reflétait enfin qui j'étais, pas un modèle corporatif, mais quelque chose d'authentique. James et moi nous sommes mariés durant la 5e année. Une petite cérémonie dans un jardin botanique. Catherine était ma témoin. La sœur de James et son meilleur ami de l'université étaient les seuls autres témoins. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Rien de traditionnel, rien qui nécessitait l'approbation de quiconque. Personne de ma famille biologique n'était invité. Rachel l'a découvert d'une manière ou d'une autre, peut-être en traquant sur les réseaux sociaux les comptes de James, que je ne surveillais pas. Elle a envoyé un email blessé. J'ai répondu simplement, c'est ma vie maintenant. Je t'aime, mais je ne peux pas laisser le passé entrer dans mon présent. Papa n'a jamais cherché à me contacter. 5 ans de silence. Cela aurait dû cesser de faire mal, mais ce n'était pas le cas. Pas entièrement. Il y avait toujours cette petite voix qui demandait s'il avait eu raison, si j'avais été trop sensible, si j'avais jeté ma famille pour une remarque d'ivrogne. Mais ensuite, je me rappelais cette nuit, le calcul dans ses yeux, la préméditation de sa cruauté, et je savais que j'avais fait le bon choix. La 6e année a apporté le message que j'attendais à moitié. Tyler a envoyé un email à mon ancienne adresse, qui faisait toujours le transfert. L'objet, papa se meurt, cancer du poumon, stade 4, 6 mois, peut-être moins. Il voulait me voir, parler,
faire la paix avant la fin. J'ai fixé cet email pendant 3 jours. James a dit qu'il soutiendrait ma décision. Catherine a dit que je ne lui devais rien. Le docteur Henderson a demandé ce que je voulais au fond de moi. Je voulais que mon père s'excuse, qu'il retire ce qu'il avait dit, qu'il me dise qu'il avait eu tort, que j'étais précieuse, qu'il m'aimait. Je voulais qu'il voie ce que j'avais construit et qu'il soit impressionné et qu'il reconnaisse que mon chemin, bien que différent de ce qu'il avait voulu, était valable. Mais je le connaissais. Même face à la mort, Richard ne plierait pas. Il voudrait que je m'excuse, que j'admette avoir réagi de façon disproportionnée, que je revienne jouer mon rôle dans le drame familial. Je n'y suis pas allé. J'ai écrit une lettre à la place. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver les bons mots. 15 brouillons. Quand je l'ai enfin posté, je me suis senti vide, soulagé, terrifié, triste. La lettre disait tout ce que je n'avais jamais pu dire en face sur la façon dont ces mots avaient détruit quelque chose de fondamental. Sur la façon dont je m'étais reconstruite sans lui. Sur la façon dont j'avais appris que l'amour ne devrait pas être conditionnel à la réussite. Que la famille ne devrait pas être une compétition. Que la réussite prend de nombreuses formes. Je lui ai dit que je lui pardonnais, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Je lui ai dit que je ne viendrais pas lui dire adieu. Que l'homme qui avait souhaité que je ne sois jamais né ne pouvait pas exiger ma présence à son chevet. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouve ce qu'il cherchait dans sa vision du monde rigide et impitoyable. J'ai signé simplement, ta fille, Catherine. Il est mort 4 mois plus tard. Tyler a appelé pour me dire que les funérailles auraient lieu un samedi. Je n'y ai pas assisté. James m'a tenu pendant que je pleurais, même si je n'étais pas tout à fait sûr de la raison pour laquelle je pleurais. Pour ce qui aurait pu être, peut-être. Pour le père que j'avais souhaité avoir. Pour la relation que nous n'avions jamais réussi à construire. Rachel m'a recontacté après coup, plus persistante cette fois. Elle voulait se rencontrer pour me présenter Madison, qui avait 5 ans maintenant, pour essayer de reconstruire quelque chose à partir des décombres. J'y ai réfléchi pendant longtemps, j'en ai discuté en thérapie, j'en ai parlé indéfiniment avec James. Finalement, j'ai dit oui, mais à mes conditions. Elle pouvait visiter Portland, juste elle et Madison. Pas de Tyler, pas de famille élargie, aucune pression. Elle est venue en octobre, 7 ans presque jour pour jour depuis le dîner d'anniversaire qui avait tout changé. Madison était vive, curieuse, et posait 1 million de questions. Elle adorait Toast. Elle pensait que le café était l'endroit le plus cool du monde. Elle m'a appelé tante Catherine immédiatement, sans aucune hésitation. Rachel et moi avons parlé pendant que Madison dessinait des images à une table dans un coin. Vraiment parler des années de dégâts, de l'héritage de standards impossibles de papa, de l'incapacité de maman à nous défendre, des différentes façons dont nous avions chacune survécu. Je suis resté et j'ai essayé de réparer, a dit Rachel. Tu es parti et tu as construit quelque chose de nouveau. Je pensais que ta façon de faire était de la fuite, mais maintenant je pense que tu étais peut-être la plus courageuse. Nous n'avons pas tout réparé en une seule visite. Nous n'en étions même pas proches. Mais nous avons fait de petits pas vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à nouveau à une sororité. Madison a dessiné une image de nous 3 réels, Rachel et moi toutes en train de se tenir la main. Elle me l'a donnée au moment de partir, insistant pour que je l'accroche dans le magasin. Je l'ai fait, juste à côté de la caisse où je pouvais la voir chaque jour. La 7e année a apporté de la perspective. J'ai 35 ans maintenant, je dirige une entreprise prospère, je suis marié à quelqu'un qui m'aime tel que je suis, je vis dans une ville que j'ai choisie avec des amis que j'ai sélectionnés, créant une vie qui reflète mes valeurs plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. J'ai encore des jours difficiles. Des jours où les vieux doutes s'insinuent. Des jours où je me demande si je réussis vraiment ou si je me leurre moi-même. Des jours où les parents qui étaient fiers de moi me manquent. Mais ensuite je regarde autour de moi, le café rempli de clients qui reviennent parce qu'ils aiment l'atmosphère que j'ai créée. James lisant sur notre canapé avec Toast étalé sur ses genoux. Les photos sur nos murs de voyage que nous avons faits, d'expériences que nous avons partagées, la vie que nous bâtissons ensemble. Les cours que je continue de suivre maintenant en travaillant vers un diplôme réel en gestion d'entreprise parce que je le veux, pas parce que quelqu'un l'attend. Je pense parfois à grand-mère Doris, à la façon dont elle m'a dit que le bonheur était la meilleure des revanches. Elle avait raison. Non pas parce que la revanche était le but,
mais parce que me choisir moi-même plutôt que leur dysfonctionnement était la chose la plus radicale que je pouvais faire. Mon père a souhaité que je ne sois jamais né le jour de mon anniversaire devant témoins, avec une conviction totale. J'ai disparu, je me suis créé à partir de rien, j'ai bâti quelque chose de réel à partir du néant. Et maintenant, 7 ans plus tard, je peux dire avec certitude, je suis contente d'être née. Je suis contente d'avoir survécu. Je suis contente d'être partie. Je suis contente de m'être choisie. Ce n'est pas de la revanche. C'est enfin de la paix. Quand le magasin ferme chaque nuit, je marche lentement sur le sol, vérifiant les tables, essuyant les comptoirs, redressant les chaises. Il y a toujours un bourdonnement dans l'air, des échos faibles de rire, des conversations calmes, l'odeur réconfortante de l'espresso et des pâtisseries qui persistent comme un fantôme. Parfois, je me tiens derrière le comptoir et je regarde la photo encadrée du magasin, celle dédiée à grand-mère Doris et le dessin que Madison a fait des années plus tard, tous deux côte à côte. Deux rappels d'un amour qui n'était pas bruyant ou performatif, mais stable et réel. James m'attend toujours devant. Certaines nuits, nous rentrons à pied ensemble sous la bruine, partageant un parapluie, nos chaussures crissant sur le trottoir mouillé. Il me parlera de ses cours, je lui parlerai d'un client excentrique, et la vie semblera non pas extraordinaire, non pas cinématographique, mais calmement juste. Il y a une puissance dans la justesse tranquille. Il y a une guérison dans la joie ordinaire. Quand je pense à mon passé maintenant, cela ressemble à une autre vie, à l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais l'habitude de porter le poids des mots de mon père partout, comme s'ils me définissaient. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'ils en disaient bien plus sur lui que sur moi. Un homme si consumé par le contrôle, par les apparences, par la peur de l'imperfection, qu'il ne pouvait pas voir la valeur dans quelque chose de plus doux, de plus lent ou de différent. Peut-être que c'était sa tragédie et ma liberté. Maman et moi nous envoyons des emails parfois maintenant. Rien de profond ou des recommandations de livres, des nouvelles de la bibliothèque où elle travaille toujours à temps partiel. De petits aperçus de la vie de l'autre. Nous sommes prudentes, douces. Deux personnes reconstruisant la confiance brique par brique sans attente. Elle n'a plus jamais mentionné papa, et je n'ai jamais demandé. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. Certaines histoires ne méritent pas de suite. Rachel et moi parlons tous les quelques mois. Elle m'envoie des photos de Madison, qui apprend à jouer du piano maintenant. Elle a les mains de grand-mère, a dit Rachel une fois. Cela m'a fait pleurer. Parfois, j'imagine ce que grand-mère Doris dirait si elle pouvait me voir maintenant. Peut-être qu'elle sourirait et me dirait, tu vois? Je t'avais dit que le bonheur était la meilleure des revanches. Et puis elle rirait probablement et ajouterait, maintenant, assure-toi de manger quelque chose. Le café n'est pas un dîner. C'est étrange comme sa voix vit toujours dans ma tête, claire comme le jour, réconfortante et malicieuse à la fois. Je pensais que le pardon signifiait se réconcilier avec les gens qui vous ont blessés, les laisser revenir dans votre vie. Mais j'ai appris que le pardon peut simplement signifier lâcher l'emprise que leur mémoire a sur vous. Il ne s'agit pas de les laisser s'en tirer. Il s'agit de desserrer son propre poing. Quand je pense à papa maintenant, ce n'est plus avec de la rage. C'est avec une sorte de tristesse distante. Un homme qui ne pouvait pas aimer sa fille sans condition. Un homme qui est mort sans jamais savoir qu'elle était devenue quelqu'un de fort et d'autonome. Quelqu'un dont la valeur n'avait pas besoin de sa validation. Et pourtant, une partie de moi espère qu'il l'a vu d'une manière ou d'une autre. Que, où qu'il soit, il sait qu'il avait tort. Non pas parce que j'ai besoin de cette justification, mais parce que je pense qu'il serait surpris. Parfois, les matins calmes avant l'ouverture, je me verse une tasse de café, je m'assois à l'une des tables près de la fenêtre, et j'écris des lettres que je n'enverrai jamais à lui, à maman, à Rachel, à grand-mère. Des lettres remplies de choses que j'ai apprises, des façons dont j'ai grandi, la gratitude et le deuil mélangés comme de la crème tourbillonnant dans un espresso noir. Je ne les relis jamais. J'écris juste jusqu'à ce que ma main ait des crampes, puis je les plie et les glisse dans une boîte sous le comptoir étiqueté « non envoyé ». C'est ma façon de faire la paix avec les fantômes. Il y a 7 ans, j'étais une femme brisée par 6 mots. Maintenant, je suis une femme reconstruite par ses propres mots. Je dirige une entreprise que j'aime. J'ai un mariage fondé sur la gentillesse. J'ai des amis qui me voient pour qui je suis. J'ai un chat qui me suit partout comme une ombre à fourrure. Et surtout, j'ai moi-même.
C'est assez. C'est tout. Quand je verrouille la porte chaque nuit et que j'éteins les lumières, le reflet dans la fenêtre n'est pas la femme effrayée et humiliée qui est sortie de ce restaurant il y a des années. C'est quelqu'un de plus âgé, de plus stable, de plus libre. Quelqu'un qui sait qu'être indésirable par les mauvaises personnes ne vous rend pas indigne. Quelqu'un qui sait que recommencer n'est pas un échec, c'est une renaissance. Et tandis que la ville bourdonne calmement dehors, tandis que la pluie peint les rues en argent sous la lumière des lampadaires, je murmure une vérité petite et simple qui ressemble à la fois à une fin et à un début, je suis contente d'être restée en vie assez longtemps pour voir à quoi ressemble l'amour quand il m'inclut enfin.